évidemment, ce moment-là est très, très passionnant. On a vraiment envie de faire revenir tout le monde. Sébastien également sera réinvité à traverser l'Atlantique pour nous présenter les travaux sur lesquels il est en train de travailler. Ils sont absolument passionnants sur le passage adolescent. Mais voilà, pour l'instant, on reste sur l'objet de la conférence ce jour. Et puis, suite à la conférence, il y aura un temps d'échange un peu plus tranquille. Je suis désolée, vous avez compris que j'avais le doigt sur la couture à cause des trains. Mais voilà, on aura un temps de conférence un peu plus tranquille tout à l'heure. Et puis, on pourra après boire un verre tranquillement. Alors, donc, d'abord, merci à Sébastien qui est en profond décalage horaire avec nous et qui a rejoint, qui nous rejoint en visio. Donc, il est psychologue clinicien, maître de conférences en psychologie au laboratoire Migration, Interculturalité et Éducation en Amazonie. Et donc, il relève de l'Université de Guyane. Voilà, donc nous allons l'écouter sur une présentation qui s'intitule « Migrer durant l'adolescence ». Merci Elisabeth. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci à Anne-Virginie et puis aux membres de l'association Coopérer pour un autre lycée, parce que comme Anne-Virginie l'a dit, j'ai eu la chance, alors je m'excuse aujourd'hui de ne pas être parmi vous, j'aurais bien aimé, ça aurait été plus sympa, et puis je sais que c'est pas toujours super chouette d'écouter une télé, on en a déjà trop, mais j'étais venu en vrai il y a un petit moment de ça, et j'ai eu le plaisir d'être accueilli par Anne-Virginie et puis par les membres de l'association, donc je les remercie pour ce chaleureux accueil. Alors, il se trouve que moi, je suis pas avec vous parce que je suis en Guyane, où je réside depuis maintenant 18 ans, et je vais, à défaut d'être présent avec vous, je vais essayer de vous faire voyager un peu, du coup, et vous faire voyager en vous parlant de ce que j'ai pu observer en tant que psychologue clinicien en Guyane, où j'ai exercé où j'exerce encore, mais où j'ai exercé à l'aide sociale en France pendant de nombreuses années. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Guyane française, c'est un carrefour migratoire. Deux personnes, les derniers recensements de l'INSEE montrent que à une génération ou deux près, 2 personnes sur 3 en Guyane sont issues de la migration qui vient d'Haïti, du Guyana, du Suriname, du Brésil, de plein d'endroits d'Amérique du Sud. Mais du coup, cette migration, elle n'est pas neutre, elle a des conséquences. Et je l'ai observé, des conséquences sur le fonctionnement des personnes qui migrent, et ça je l'ai notamment observé en tant que psychologue à l'aide sociale à l'enfance de la Guyane, où j'ai dû réfléchir au fait que certains adolescents étaient plus compris par leur famille, ne comprenaient plus leur famille et parfois étaient placés pour cette raison, parce que parfois il y avait des ruptures violentes. Alors, aujourd'hui, je vais essayer tout à l'heure, il était question de M. Marty parler de théorisé pour essayer d'approcher un peu plus le réel, même si effectivement, parfois c'est l'échec. J'espère ne pas trop échouer pour le coup. Mais je vais essayer. Et je vais essayer de le faire en trois temps. Je vais beaucoup vous parler des parents, je vais beaucoup vous parler des adultes et des difficultés particulières qu'ils vivent en contexte migratoire. Ensuite, pour vous parler dans un deuxième temps d'un processus qui va s'opérer au sein de la famille, un processus de renversement de ce que j'ai appelé un renversement générationnel. Et ensuite, pour finir, je vous parlerai, j'espère que j'en aurai le temps, et si je déborde un peu, je compte sur vous pour m'arrêter, de la coupure qui va s'opérer entre les adolescents et leurs parents. Alors tout le long, je vais être guidé, je ne le citerai pas à chaque fois, mais je serai guidé dans ma pensée par François Marty, que je resalue au passage. François Marty, qui avant d'être mon directeur de thèse, était l'auteur, le psychanalyste, qui m'a, sans le savoir, beaucoup aidé dans ma pratique à travers ces propositions de soutien aux parents de l'adolescent, d'ouverture du cadre pour soutenir les parents de l'adolescent dans le processus pubertaire. Ça m'a beaucoup aidé à modifier mon cadre pour pouvoir l'adapter et pour pouvoir travailler davantage
avec les parents, parce que je crois que c'est un enjeu central dans le contexte d'une migration qui peut les fragiliser. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête dès le départ, c'est que même si la migration, le processus migratoire, il est décidé, il n'est jamais choisi. On ne migre pas par plaisir, à part quelques rares situations économiques favorables. On ne migre jamais par plaisir, parce que migrer, ça implique de quitter sa famille, de quitter ses amis, de quitter le lieu où on a grandi, de quitter les lieux où sont enterrés nos ancêtres, mais ça implique aussi plus finement de se séparer de goût, d'odeur, de lieux, d'habitudes, qui forment ensemble tout un tas d'habitudes qui viennent étayer, sans qu'on s'en rende compte, le narcissisme. René Caës, dans son ouvrage de 1998, Différences culturelles et souffrances de l'identité, il compare la migration à un arrachage et au sevrage du corps maternel. Il parle de perte de contenant culturel. Alors, le contenant culturel, quand on est chez soi, quand on vit en tant qu'adulte dans la région où on est né, on n'a pas conscience de son importance et de son existence. Pour pouvoir se rendre compte de son importance, il faut le perdre. Là, je vais rappeler le travail de José Bleher sur psychanalyse du cadre psychanalytique, où ce qu'il dit, ce psychanalyste donc, c'est que les liens qui tissent silencieusement les relations humaines ne deviennent visibles que lorsqu'ils se cassent ou cessent d'exister. Mais il en va de même pour ce fameux contenant culturel. On en prend conscience le jour où on le perd. Quand on est chez soi, on n'a pas conscience de son importance, mais le jour où on le perd, le jour où on s'en sépare, et bien là, il va commencer à manquer. Alors je vais essayer de vous approcher un peu de cette position à travers la question du voyage. Quand on part en voyage, on va découvrir des choses nouvelles, on va perdre certaines habitudes qui vont nous déstabiliser plus ou moins, qui vont nous faire découvrir des choses et qui vont nous amener dans un nouveau rapport à nous-mêmes. Alors le voyage, c'est transitoire. Mais un auteur comme Régis Hérault, un psychiatre qui a été psychiatre à l'ambassade d'Anne, a montré que dans certains cas, quand la différence culturelle elle est très élevée, eh ben, ça peut déjà provoquer de sacrées désorganisations psychiques. Ce que Régis Hérault il montre à travers sa clinique, c'est qu'il y a des gens qui étaient simplement venus en voyage en Inde et qui décompensent de manière transitoire, mais assez forte. Ils se mettent à perdre les clés, à être désorientés, à plus retrouver l'hôtel, à accuser les Indiens de leur avoir volé quelque chose. Et du coup, on les amène en consultation. Et sitôt qu'ils se retrouvent en consultation avec un Français, tout de suite, il y a quelque chose qui va mieux. C'est pour vous dire que là, on est juste dans un contexte de voyage. Mais quand il s'agit d'une migration destinée à durer, une installation, les personnes qui partent et qui ont ce projet, elles ne savent pas forcément qu'elles s'exposent à un état de crise, ce que j'ai appelé moi un état de crise subjective, un état de déstabilisation qui va les obliger à reformuler leur identité ailleurs que chez elles. Déjà, pour une raison, c'est qu'il va y avoir la perte du miroir social. Là, tous les jours, sans s'en rendre compte, on est identifié par les autres et on se reconnaît comme individu à travers ce que les autres nous renvoient de l'image de nous-mêmes. Et ça, à travers même nos postures corporelles. Roger Bastide disait que les corps sont socialisés. Nous avons une certaine manière de nous mouvoir, de nous déplacer, de nous présenter aux autres qui participent à notre communication. J'ai l'exemple en tête d'une serveuse coréenne qui avait été menacée de licenciement par son patron au restaurant parce que les clients se plaignaient beaucoup. Les clients se plaignaient beaucoup d'elle parce qu'elle ne souriait jamais. Mais dans sa culture, sourire,
c'était manquer de respect aux personnes. Et donc pour elle, faire bien son travail, ça consistait à ne pas sourire. Mais là, il y avait une forme d'incompréhension entre elle et les personnes qu'elle savait. Il va y avoir ce phénomène qui va amener les individus à ne plus se sentir reconnus et dans certains cas à devoir chercher à nouveau à être reconnus comme une personne dans le regard des autres. Quand je dis reconnu comme une personne, il faut aussi avoir en tête que parfois les sujets ne sont plus regardés comme des personnes qui ont été docteurs, comme des personnes qui ont été boulangers ou boulangères ou infirmières. Elles sont vues avant tout comme des étrangers. C'est parfois ce qui va les caractériser. Ça, Frantz Fanon, dans l'expérience vécue du noir, où il prend sa propre expérience, là, il est aussi question des préjugés sociaux, où il prend sa propre expérience de noir antillais, déraciné en France hexagonale, montre assez bien l'effet déstabilisateur que ça peut provoquer sur le psychisme. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, ce que je dis, les exemples que je prendrai tout à l'heure, c'est des exemples qui sont assez extrêmes et qui sont pas destinés à montrer que toutes les situations de migration sont identiques, mais qui sont destinés à montrer que la situation de migration a quelque chose de déstabilisant, ne serait-ce que transitoirement. Alberto Heger a parlé de faux self du migrant. Je reviens sur la question de la perte du miroir socialisé. Dans certains cas, les personnes elles se sentent tellement dépossédées d'un sentiment d'identité, de leur image, qu'elles vont se oublier qui elles sont et se suradapter, essayer d'imiter la culture de l'autre. Ça, on est dans des cas extrêmes, mais la position la position la plus connue et qui paraît la plus simple, c'est de se rattacher au réseau communautaire et puis de se rattacher à ce qu'on a connu, à ce qui nous porte. Une anthropologue, Josiane Le Gall, une anthropologue au Québec, a fait un travail au Québec en 2002 où elle montrait que un tiers du budget des personnes migrantes au Québec était destiné à conserver le lien avec leur famille. Et on voit très facilement, alors ça a disparu, les fameux call-phones, maintenant qu'il y a WhatsApp, on utilise moins des call-phones, mais on a vu aussi encore plus archaïque l'usage des cabines téléphoniques à carte qui étaient souvent très employées, qui ont pu coûter très cher et qui coûtent encore très cher aux personnes en situation de migration, qui sont dans la recherche d'un maintien avec leurs attaches passées. Ce qui va caractériser la situation des adultes, ça va être la nostalgie du pays quitté. Vous avez certaines personnes qui ont migré vers l'âge de 20 ans et qui, arrivés 40 ans, ont encore des difficultés pour parler la langue du pays d'accueil. Parce que leur effort à elles, ça a été de s'arracher du pays qu'elles ont quitté pour pouvoir offrir un avenir, souvent on l'entend dans la bouche des gens, pour pouvoir offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Mais là, il va y avoir quelque chose d'un hiatus entre ce que ces personnes, elles sont, et le destin qu'elles donnent à leurs enfants. Je me rappelle d'un collègue qui, le jour où il a parlé de ça dans une conférence, il a été ému aux larmes pour donner l'exemple de la situation de son propre père, qui avait toujours conservé l'idée qu'il allait rentrer, qu'un jour il rentrerait chez lui. Et donc ces enfants étaient, comme d'autres enfants, étaient contraints d'écouter leur père parler de ce désir de retour, qui parfois est un retour à titre posthume. Certaines personnes vont se faire enterrer loin de leurs enfants au pays natal.
Abdelmalek Sayad, sociologue, il parle de l'illusion d'une situation provisoire malgré la conscience claire d'une installation durable. C'est-à-dire que les adultes, parfois, ils vont conserver l'idée qu'un jour, ils vont rentrer. Mais leurs enfants, eux, ils ne vont pas rentrer. Ils vont se construire sur le pays vers lequel leurs parents ont migré. Là, je recite à nouveau Abdelmalek Sayad. Il a fait une distinction qui me semble extrêmement importante en distinguant la situation des adultes et la situation des enfants, en disant que les adultes sont des émigrés, c'est-à-dire que leur effort, leur travail psychique, alors Sayad ne parle pas en termes de travail psychique, mais va consister à se séparer de beaucoup de gens, de beaucoup de choses, de beaucoup d'habitudes, de choses très importantes pour eux. Et les enfants, eux, sont les véritables immigrants, parce que c'est eux qui, finalement, sur le plan symbolique, s'installer et s'identifier, s'imprégner des us et coutumes du pays d'accueil, des manières d'être et de faire qu'on va retrouver dans le pays où se sont installés leurs parents. Alors, cette situation, là, maintenant, j'en viens plus précisément, vous voyez, je vous ai beaucoup parlé des adultes, maintenant, j'en viens plus précisément à la situation familiale. Cette situation, elle va créer une forme d'inégalité qui peut être, d'ailleurs j'ai parlé de renversement générationnel, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des compétences qui sont parfois très inégales. Les adultes vont parfois parler un français insuffisant, avoir peu de mots de vocabulaire. Ils vont avoir des difficultés administratives, parfois des difficultés même qui vont les amener à être dérangés dans le lien avec les enseignants, avec l'établissement scolaire, pendant que leurs enfants, eux, auront appris à écrire, auront appris à lire, et seront peut-être, eux, les intercesseurs de leurs parents au niveau de l'administration. Parfois, on voit des enfants qui aident très très bien leurs parents à faire des démarches administratives, à aller à la préfecture, et parfois, c'est même les petits malins vont même répondre aux mots qui sont faits par le prof à la place de leurs parents. Mais cette situation, elle peut être aidante pour les parents parfois, et elle peut être très bien vécue par la famille à partir du moment où c'est accepté, où les parents, par ailleurs, conservent leur place d'autorité, conservent ce que Françoise Héritier a appelé le principe de seniorité, restent des grands, mais parfois, elle peut avoir des conséquences dans le lien entre les parents et l'enfant. Parfois, les parents, ils vont se sentir dépassés par la situation et ils vont se mettre à avoir peur de cet enfant qui maîtrise des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Là, je vous donne un exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé. C'était une adolescente, une grande adolescente de 18 ans qui avait été placée à l'aide sociale à l'enfance parce qu'elle avait littéralement fui son foyer. Alors, son foyer, c'était elle vivait chez sa grand-mère et au bout d'un moment, elle s'était enfuie parce que sa grand-mère l'a séquestrée sans trop de violence, mais la maintenait fermée au domicile parce que la grand-mère avait très peur de sa petite fille. Mais le seul endroit où la grand-mère autorisait à sa petite fille à aller, c'était à l'église. Mais même à l'église, quand la jeune fille elle parlait avec des membres de l'église, avec des membres de la communauté religieuse, la grand-mère le soir l'insultait ou la menaçait parce qu'elle était persuadée que sa petite fille, quand elle parlait, elle disait du mal d'elle. Vu que la grand-mère ne comprenait pas, elle avait très très peur de ce que pouvait dire sa petite fille en français avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas. Alors, du coup, ça l'avait conduit à priver sa petite fille de toute liberté, ça avait conduit sa petite fille à s'enfuir pour demander un placement à l'ASE. Et cette enfant de 18 ans, elle disait, ce que je suis en train de vous dire là, elle me disait très très bien que les grands, ils parlent finalement, beaucoup ne parlent pas le français, que nous les jeunes, on apprend le français, mais qu'après ils ont peur de
de plus, là je la cite, ils ont peur de plus nous maîtriser, de perdre le contrôle, et ça leur fait peur. Et c'est vrai qu'il y a parfois des adultes qui du coup vont se crisper et avoir une éducation encore plus rigide que celle qu'ils auraient pu avoir au pays. Parce que leur peur, c'est effectivement celle de perdre le contrôle et en même temps celle que, en s'imprégnant des mœurs du pays d'accueil, ben, leur enfant ne leur ressemble plus. Mais cette difficulté à s'identifier à leur enfant, parfois, elle va se transformer en un sentiment de désobéissance. C'est-à-dire, les adultes ne vont pas forcément dire « Ah, mais mon enfant, je trouve qu'il ne me ressemble plus » ou qu'il ne ressemble plus à l'adolescent que j'étais. Ils vont dire « Mais cet adolescent-là, il est très désobéissant, il ne m'obéit pas, ou il me répond étrangement. » Je vais vous donner un autre exemple. C'est d'ailleurs une situation clinique sur laquelle je suis en train de retravailler, donc je l'ai bien à l'esprit. Alors je l'ai appelée, cette jeune fille, je l'ai appelée Fatou. Je le ferai de manière très, très synthétique. Mais cette jeune fille, Fatou, elle avait été placée à l'aide sociale à l'enfance parce qu'elle s'était plainte d'accouchement sexuel, donc grave accusation, de la part de son père. Et puis dans le travail qui a été, effectué avec elle, et puis après avec sa famille, il s'est avéré qu'il y avait quelque chose de faux dans sa plainte, parce que c'était pas ça l'objet, c'était pas une agression sexuelle. L'objet de sa plainte, sa vraie plainte, c'était le fait qu'elle aussi, c'était une adolescente de 14 ans qui était enfermée chez elle. Quand je dis enfermée chez elle, c'était sans doute moins violent que la situation de la jeune fille de tout à l'heure, privée de liberté par sa grand-mère. Mais le père, il disait clairement qu'il voulait pas que sa fille elle ait affaire à qu'elle fréquente des adolescents français. Parce que les adolescents français, ils sont mal élevés. Et donc, il ne voulait pas qu'elle devienne comme eux. Sa grande crainte, c'était que cette jeune fille de 14 ans, elle devienne comme tous les adolescents que lui croisait dans la rue. Et en même temps, cet homme-là, il était lui-même extrêmement mal à l'aise. C'était des parents qui avaient migré, d'un pays d'Afrique noire. Et ce père, lui, il était très mal à l'aise. Il est très mal à l'aise. Et ce qu'il n'arrêtait pas de répéter, il me regardait, il disait, mais si vous, monsieur, vous étiez noir en France, vous sauriez à quel point c'est dur et à quel point c'est dangereux. Et il justifiait ainsi l'éducation qu'il donnait à sa fille par le fait que pour elle aussi, ça allait être dur. C'est-à-dire qu'il projetait ses propres difficultés d'homme, de père, sur sa fille, ce qui avait conduit à une sacrée rupture dans leur lien. L'un et l'autre se comprenaient plus beaucoup. Elle le comprenait vraiment pas. Ça a été l'occasion de mieux comprendre pourquoi son père il lui interdisait autant de choses, et son père, ça a été l'occasion pour lui de mieux comprendre qu'il était dans l'excès. Ce qui est en question dans ce type de situation, c'est la mise en jeu de ce que Pierre Olamier elle a appelé le contrat narcissique. Chaque parent, avant même que son enfant vienne au monde, va envisager, va avoir certaines attentes, certains espoirs pour l'enfant. Il va attendre différentes choses, il va s'imaginer comment l'enfant doit être, et en même temps il va s'imaginer comment lui, en tant que parent, il va être avec son enfant. Cet imaginaire qui va tracer, qui va amener, qui va préfigurer le lien parent-enfant et qui va tracer la destinée de l'enfant, il est beaucoup lié au schéma culturel en vigueur. C'est-à-dire que les parents vont vouloir que tous les parents attendent que leur enfant, sur différents aspects, leur ressemble. C'est pas forcément mentionné, mais c'est attendu. On va vouloir mieux,
de manière consciente, mais il va y avoir aussi un vœu de ressemblance. Vœu de ressemblance qui est aussi un vœu de ressemblance culturelle. Les parents vont élever leurs enfants comme ils ont été eux-mêmes élevés, et ils vont s'attendre à ce que leurs enfants se comportent comme eux, en tant qu'enfants, se comporter. Je vous donne un autre exemple. Une maman pour qui ça se passait vraiment pas bien avec ses enfants, et notamment avec son fils adolescent. Cette maman-là, elle expliquait que son fils, parfois, il rentrait en retard de plus d'une demi-heure du collège. Et elle, ça l'a choquée énormément. Et ce qu'elle disait, mais c'est moi, quand j'étais petite, c'est une maman qui était surinamaise, originaire du Suriname. Elle disait, mais moi, quand j'étais petite, quand j'avais son âge, si j'ai fait ça une seule fois. J'ai dormi dehors pendant 2 nuits. Et au Suriname, on ne peut pas faire ça. Au Suriname, on doit rentrer, on doit respecter, on ne peut pas rentrer en retard. Et donc, elle essayait de comprendre le comportement, de manière générale, elle essayait de comprendre le comportement de son enfant en regard de sa propre adolescence à elle, mais son adolescence qui s'était passée dans un autre pays, ce qui rendait pour elle la compréhension de son adolescent impossible. Et de l'autre côté, l'adolescent, il ne comprenait pas pourquoi sa maman, elle était si différente des autres mamans de ses camarades. Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il va y avoir parfois un paradoxe entre ce que les parents vont désirer pour leur enfant en contexte migratoire, désirer que leur enfant réussisse, désirer qu'ils réussissent à l'école, désirer qu'ils s'adaptent et qu'ils s'adaptent mieux qu'eux l'ont fait. Le vœu formulé consciemment par les parents, c'est que leurs enfants fassent ce qu'eux, ils n'ont pas pu faire, deviennent les citoyens qu'eux, ils n'ont pas pu être. Mais que ce désir, il peut amener des injonctions paradoxales. Ça, je ramène un travail qu'on a fait avec Elisabeth sur les effets de la migration sur la scolarité. Quand je dis les effets de la migration, pas toutes les migrations, mais pour certains parents en situation de fragilité par rapport au contexte migratoire, il va y avoir quelque chose qui va faire que quand leurs enfants vont réussir à bien s'insérer à l'école, à bien maîtriser le français, ils vont en même temps acquérir au-delà du savoir scolaire des manières d'être et de faire qui vont les rendre étrangers à leurs propres parents. Tout à l'heure, je vous citais Bastide pour dire que la socialisation du sujet, c'était aussi une socialisation des corps, que les corps sont socialisés. Mais parfois, les enfants, en allant à l'école, en gravitant dans la société d'accueil, ils vont s'imprégner de manières d'être qui vont les rendre assez étrangers à leurs parents qui parfois vont se plaindre du fait que leur enfant parle leur langue maternelle avec un accent, ou ne parle pas leur langue maternelle. Mais parfois ils vont aussi se plaindre du fait que leur enfant, que leur fille, elle met des jupes trop courtes, ou que leur fils, il utilise des mots bizarres. Elisabeth avait proposé de parler de transfuge de classe en citant Annie Ernaux. Et je crois que oui, c'est tout à fait adapté. Parfois, il va y avoir cette situation qui va rendre l'enfant tellement différent qu'il va être vécu comme un transfuge par ses parents et par son milieu. Abdelmalek Sayad, lui, il ne parle pas de transfuge de classe, il parle de transfuge tout court, en disant les parents, parfois, ils voient leur enfant comme étant un étranger.
Les enfants, face à cette situation, et notamment à l'adolescence, parfois ils vont se retrouver dans un dilemme, dans une forme de conflit de loyauté, qui va, comme si ils vont se sentir obligés, sans que ça soit formulé, parce que ça gravite, c'est dans l'ambiance familiale, c'est pas forcément, et rarement d'ailleurs, dans la conscience des parents, ils vont sentir que finalement leur positionnement dérange, crée une gêne, et ils vont vivre quelque chose de l'ordre d'un traumatisme, quelque chose de disrupteur dans le regard que les parents portent parfois sur eux. Du coup, ils vont parfois se sentir en devoir de choisir, et choisir, ça peut vouloir dire choisir entre mon milieu culturel et choisir entre ce que me propose le milieu social dans lequel évolue ma famille, un milieu différent. Et donc parfois l'échec scolaire va avoir pour vertu de permettre à l'enfant de rester fidèle aux valeurs, au fonctionnement familial et plus largement culturel. Parfois, il va y avoir une véritable rupture des alliances familiales. Je vais vous donner un autre exemple. Je donne des petites vignettes cliniques. Ah, d'accord. C'est peut-être 5 minutes, hein, parce qu'après on va... Ok, allez, ok. Très bien, désolé, j'avais prévenu que je ne savais pas trop combien de temps j'allais durer. Je vous donne une dernière vignette clinique qui illustre cette situation, et puis je laisse la parole, je libère la montre. Une situation qui m'a beaucoup parlé, qui évoque cette structure. Une jeune fille placée à l'aide sociale à l'enfance, tout le monde l'a trouvée extrêmement sympathique. Elle était brillante à l'école, elle était polie, elle était gentille, tout le monde l'appréciait. Moi, je l'avais pas en suivi, c'était pas une jeune fille que je suivais. Par contre, on m'avait une éducatrice et déjà de me voir pour me dire que sans doute il faudrait qu'elle me voie, parce qu'elle se scarifiait, qu'elle avait beau être hyper appréciée, elle souffrait, il y avait quelque chose qui la faisait beaucoup souffrir, cette jeune fille. Voilà, on en était resté là. Et puis un jour, j'étais pas dans mon bureau, j'étais devant mon bureau en train de boire un café. Je passais toujours beaucoup de temps à l'extérieur de mon bureau, dans la zone, dans les espaces interstitiels, ce qui me permettait de croiser des parents, des familles d'accueil. Et j'étais là, dans cette zone interstitielle, devant mon bureau. Et puis je vois arriver un monsieur qui était visiblement très, très fâché, très remonté. On sentait qu'il n'était pas content d'être là à l'aide sociale à l'enfance. Et il vient vers moi, alors il ne parlait pas le français, très très mal, il vient vers moi, il me montre un papier, il m'explique qu'il a rendez-vous, je comprends, qu'il a rendez-vous avec le juge des enfants, enfin, il me montre le papier, il a un rendez-vous. Et puis il commence à me parler, il me montre que c'est pour sa fille, il commence à me parler un peu, à me faire comprendre, avec le peu de créole que j'avais, que sa fille, elle s'est vraiment mal comportée, que lui, sa femme, les autres, plus personne en veut, que c'est vraiment une mauvaise fille. Et là, je me fais l'image d'un enfant qui est pas très sympathique. En tout cas, je vois qu'il y a quelque chose qui dérange profondément le père. Et puis, sur ces entrefaites, passe la porte, arrive la fameuse jeune fille, toute mignonne, toute sympathique, que tout le monde apprécie. Ils se disent pas bonjour, ils se saluent pas, ils se regardent pas, comme s'ils s'étaient jamais connus. Et elle attend l'éducateur, c'est le même éducateur que celui marqué sur le nom, et puis je comprends qu'en fait, et j'ai mis longtemps à comprendre, je comprends qu'en fait c'est sa fille, ils ne se parlent plus, et lui, le monsieur, il a eu le temps de me dire, avec le peu de vocabulaire qu'on avait l'un et l'autre pour échanger, que la fille, c'était vraiment pas une fille sympathique. Elle correspondait plus du tout, elle correspondait tout à fait à mes critères de français occidental, mais plus du tout au sien en fait. Et il y avait là une rupture. Alors cette rupture-là, elle n'a jamais pu être, il n'y a pas pu avoir de travail. Elle était bien trop profonde. Mais je voulais vous donner cette situation en exemple pour montrer que parfois, dans certains cas,
ben, la migration, elle va venir déstabiliser autant l'adolescent dans le regard qu'il porte sur ses parents que les parents dans le regard qu'ils portent sur l'adolescent. Et en sachant que ben, au moment de la puberté, l'adolescent continue d'avoir besoin, d'avoir un profond besoin de ses parents pour l'étayer dans le processus adolescent, comme M. Marty l'a si bien montré dans ses travaux. Voilà, je ne serai pas plus long, désolé si je l'ai trop été. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sébastien pour cette intervention qui marque une originalité profonde par rapport à celle que nous avons entendue jusqu'à présent, mais je pense qu'il vous parlera aussi beaucoup parce que nous sommes tous, je pense, en tant que professionnels, très concernés par la migration et par l'accueil des adolescents issus de la migration. Voilà. Après, au point de vue, bien entendu, des concepts, de la référence à la théorie et au concept, la parenté est évidente. Et voilà. Donc, c'est à vous la parole. Quelles questions aimeriez-vous adresser à Sébastien ? Faut pas vous inquiéter, Sébastien, c'est comme ça tout le temps. Oui. J'étais pas rassuré là. Alors, il y avait. J'espère que je vous ai pas trop sidéré. Non, bah voilà, ça y est. Bah, éventuellement, bonjour, excusez-moi pour continuer un petit peu l'intervention, peut-être s'il y avait quelques pistes concernant un petit peu cet écart qui se crée entre les parents et les enfants. Est-ce qu'il faut le nommer auprès des parents? Peut-être que si on le nomme, et bah, petit à petit, on pourra mieux le comprendre et les adolescents en verront que mieux. Alors, voilà, quelles sont les pistes? Maintenant qu'on sait ça, comment on peut s'en servir dans un aspect plus concret dans notre pratique auprès des adolescents et de leurs parents, du coup, surtout. Alors là, je suis désolé, c'est vraiment là que je regrette ce n'est pas être parmi vous. J'entends, il faudrait que vous vous rapprochiez. J'entends pas. J'ai entendu qu'il y avait une question qui me posait, mais je n'entends pas. Je pense, vous me direz, je parle sous votre contrôle, mais je pense que l'intervenante là aimerait avoir quelques pistes sur le positionnement des professionnels que nous pouvons avoir face à cette faille qui se creuse entre les parents et les adolescents et ce sentiment d'étrangeté que l'adolescent génère chez ses parents. Comment se positionner par rapport à ça pour les aider? Alors, il n'y a pas de manuel parce qu'il n'y a pas une situation qui est égale par ailleurs, mais il y a quelque chose dont il faut, je pense, se méfier au niveau du contre-transfert des professionnels. C'est que parfois, là je vous parle d'un conflit de loyauté qui parfois va créer un véritable clivage dans le fonctionnement psychique des adolescents, c'est-à-dire qu'ils sont partagés entre deux instances d'identification séparées. D'un côté la France et d'un côté la culture française, si la migration se passe en France, et d'un côté la culture d'où viennent leurs parents. Et ce clivage, ils vont parfois le rejouer dans le lien au professionnel. C'est-à-dire si le professionnel est un représentant de la société française, de la société vers laquelle les parents ont migré, parfois l'adolescent, l'adolescente va laisser entendre au professionnel que lui il est bien, que lui c'est super, mais que les parents, que ses parents c'est moins bien. Il va y avoir parfois une forme de séduction qui va s'opérer à l'insu du sujet, qui va faire que qui va pousser le professionnel, l'adolescente va parfois pousser le professionnel à se construire une représentation négative du parent et à émettre un avis négatif. Et je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux que ça. Il faut vraiment
Et quand je vous disais que les travaux de François Marty avaient été vraiment importants pour moi, c'est l'accueil des parents, parfois la rencontre avec le parent va changer énormément de choses. C'est-à-dire parfois il y a des adolescents qui vous décrivent un parent, vu qu'eux, ces adolescents, ils comprennent pas leurs parents, ils comprennent pas pourquoi leur parent il est si rugueux, pourquoi leur parent il est si autoritaire. Si on se réfère simplement aux affects que renvoie l'adolescent, l'incompréhension de l'adolescent, parfois nous, professionnels, on ne va pas comprendre non plus le parent et on va être amené à porter un jugement qui soit au miroir du jugement que l'adolescent porte. Et ça, c'est pas lui rendre service parce qu'on fait qu'accroître le fossé. Il faut vraiment pouvoir essayer de se départir du contre-transfert qui est parfois véhiculé par ces adolescents-là, qui ont besoin qu'on les aide à se situer par rapport à leurs parents, mais qu'on les aide à se situer de la manière la plus objective possible. Pour nous sortir du contexte migratoire, c'est comme la jeune fille qui est en difficulté avec sa maman, qui va voir une amie de la famille qui lui dit tout le mal qu'elle pense de sa maman, parce qu'elle a du mal à se situer par rapport à elle. Si l'amie de la famille lui dit « Ah mais t'as raison, ta maman vraiment, moi je te comprends, ta maman vraiment, elle ne devrait pas faire ça, et vraiment elle est nulle. » Et la fille va lui en vouloir terriblement dire ça de sa maman. Et elle va être terriblement mal à l'aise parce que c'est pas ça qu'elle attend d'elle en fait. Ce qu'elle attend d'elle, c'est de pouvoir avoir quelque chose de plus refroidi dans les affects qu'elle nourrit vis-à-vis de son parent. Alors, désolé, j'étais un peu long sur la réponse, je ne sais pas si j'ai été clair, mais je crois qu'il faut vraiment, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé par ailleurs sur ces questions-là, sur les clivages qui peuvent se reproduire en institution aussi. On va parfois avoir de véritables clivages qui vont faire que les professionnels vont se désunir de la famille, alors qu'au contraire, l'adolescent, au fond de lui, il attend l'union. Merci Sébastien, il y a beaucoup de pistes là à nouveau de réflexion et de travail. Voilà, à nouveau beaucoup de pistes de réflexion et de travail. Voilà, je me suis fait mettre du temps et un peu le rituel qui revient depuis ce matin. Maintenant, effectivement, on est obligé de passer à ce temps d'échange avec Elisabeth sur la façon dont elle va pouvoir mettre en exergue tous les concepts, presque quelques concepts, pas tous évidemment, mais quelques concepts qui vont traverser, et puis un petit échange avec François Marty. Oui, bien sûr. Et puis continuer l'échange avec vous. Et puis vous avez encore deux intervenants qui sont présents. Vous avez encore Anthony Brault, vous avez Sébastien qui est là. Donc je crois qu'il faut concevoir cette fin de journée. Voilà, en profiter vraiment pour que vous puissiez vous exprimer. Et moi, ce que je veux faire, parce que bon, sinon ça va être complètement assommant et indigeste, c'est juste peut-être reparcourir des petites choses qui ont été dites et qui peuvent vous parler, qui moi me paraissent importantes et qui peuvent vous parler. Et à partir de là, vous pourriez poser des questions à Monsieur Marty, voilà, et parce qu'on avait un petit peu pensé, en fait, puisque lui aussi doit intervenir au moment de la conclusion, qu'on le ferait ensemble. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai entendu d'important dans ce que vous nous avez dit ce matin, c'était d'abord la notion d'altérité. Et vis-à-vis de la subjectivation, ce processus que les psychologues peuvent s'approprier, même s'il vient de Michel Foucault, et qui reflète la manière dont un sujet prend conscience qu'il est un sujet, la manière dont il devient sujet, eh bien l'autre joue un rôle essentiel. Ce qui paraît important aussi, c'est de tenir compte de la fragilité narcissique de l'adolescent, qui se vit comme un être disharmonieux, du coup aussi l'impression que l'extérieur est quelque chose de menaçant,
il le vit comme quelque chose de menaçant. En fait, c'est sa propre violence qu'il va projeter, extérioriser et projeter sur l'extérieur. Le concept de latence abordé par M. Marty était aussi très important. Donc vous avez vu que ce n'est pas simplement une période de la vie, c'est aussi une fonction psychique. Et donc qui va permettre, grâce à un appui sur la contenance, de réaliser une identification à la fonction parentale, ce qui permet à l'adolescent de sortir de l'adolescence précisément. Voilà. Donc l'investissement des objets culturels va être très important. Et on vient de voir aussi avec Sébastien que ça posait beaucoup de problèmes dans le cadre du contexte migratoire. Et donc il faut que le moi s'altère dans la rencontre avec l'autre, mais comment faire en contexte de migration? Parce que cette altération peut être du coup très déstabilisante, parce que trop importante et génératrice d'une infidélité à la famille. Voilà, donc l'importance de la culture ou du travail de culture qui permet effectivement, parce que la culture, ça représente l'autre. Et donc, pour les personnes en contexte de migration, il peut y avoir un rejet de la culture parce que justement, la culture du pays accueillant, ou d'ailleurs pas accueillant en plus, va être ressentie comme une trop grande altération. Et l'anamorphose adolescente aussi, je crois que c'est un concept très très important que vous avez entendu de la part de M. Marty. Donc sur le moment, l'enfant ne comprend rien à la sexualité, et c'est dans l'après-coup, en se retournant, lorsqu'il devient adolescent, qu'il dit « Ah oui, ah c'était ça hein. ». Et j'ajouterais que, bon là c'est dans l'exemple de ce que permet l'après-coup au niveau de la compréhension de la sexualité, mais le tableau des ambassadeurs qui a été évoqué par M. Marty, c'est la mort, c'est quand même de la mort qu'il est question. Et donc ce qui est très important également, c'est que finalement la mort, c'est ça qui est vraiment l'altérité. C'est vraiment le tout autre, la mort. Et l'adolescent rencontre cette notion du plus jamais et fait face vraiment à la mort pour ce qu'elle est, même si l'enfant a bien entendu une notion de la mort, et ça pose aussi des problèmes vraiment très importants à l'adolescence. Anthony Braud a donc évoqué cette part de méconnaissable qui est dans notre voix, ce sentiment d'étrangeté, justement, d'altérité interne qu'on peut découvrir lorsque la mue s'exprime. La difficulté de la rencontre avec le caractère sexué aussi que prend la voix au moment de l'adolescence, et justement dans le processus de subjectivation, la nécessité de s'approprier la voix génitale. Avec un impossible retour à la voix d'enfant, mais qui justement peut générer des troubles pathologiques par ce désir de se rattacher à l'enfance, hein, qui permet de se rapprocher de la mère, mais en restant enfant lorsqu'on garde sa voix d'enfant. Voilà. Je trouvais aussi très intéressant que le problème n'est pas tant la voix elle-même que l'objet qu'elle attire. Hein. C'est ça qui fait peur. La voix sexuée attire l'objet et ça inquiète. Emmanuel Boé nous a parlé donc de ce sentiment d'impuissance que les adultes éprouvent face à la claustration à la maison, et avec deux postures par rapport à ça, ou bien s'activer pour aménager, ou bien éviter. Et finalement, quand on évite, on reproduit, et je trouve que ça c'est vraiment une pensée très intéressante, on reproduit le fonctionnement de l'adolescent. C'est-à-dire que quand on évite, on est phobique comme lui-même est phobique.
Voilà, donc les adolescents qui sont dans cette problématique-là nous font vivre leur empêchement de penser, qu'on peut mettre en lien avec aussi ce que disait Delphine, où moi j'entendais, elle parlait à propos du décrochage, elle parlait d'attaque de la pensée, et j'entendais ce que nous appelons la phobie du fonctionnement psychique. La peur de la pensée. Hein. L'adolescent a peur de sa propre pensée, de ce que ça peut renvoyer à son inconscient, de ce que ça peut contenir comme expression de sa propre violence, et donc il préfère ne rien savoir. La volonté de ne rien savoir, chez l'adolescent, ça peut être quelque chose d'important et qui fait obstacle aux apprentissages. Et la volonté de ne rien savoir, c'est ne rien savoir de notre inconscient, mais le savoir qui est dispensé dans l'éducation nationale peut aussi, bien sûr, acquérir un aspect tout à fait dangereux. Voilà. L'importance aussi de distinguer ce qu'on croit être phobie du contenu scolaire, alors qu'en fait c'est phobie du contenant. Ça, c'est ce que nous disait Emmanuel. Et phobie du contenant, le contenant, ça renvoie à la mère. Hein, et c'est pour ça qu'elle a fait le lien avec la rythmicité, qui est l'apprentissage sécurisant pour le bébé. Hein, le bébé apprend dans la relation qui a une régularité rythmique à la mère, il apprend le sentiment de continuité, il apprend à s'unifier. Quand il y a une faille à ce niveau-là, donc il peut y avoir un problème avec le contenant. Et l'école est un contenant, et avec sa rythmicité, elle peut, les rythmes scolaires, elle peut aussi rappeler les failles du premier contenant. Delphine a fait allusion à une relation entre le scénario suicidaire, qui est une façon de s'absenter, et puis le décrochage scolaire ou la phobie scolaire. Et donc elle a apporté la notion de noyau mélancolique, hein, de ramener ça, d'évoquer ce noyau mélancolique qui peut être en lien, elle a pris surtout l'exemple du garçon, mais avec la nécessité et la difficulté pour le garçon d'avoir à se séparer de l'objet premier, hein, c'est-à-dire de la mère. Le garçon, c'est plus difficile pour le garçon, puisqu'il doit renoncer à sa mère, qui est le premier objet d'amour, pour pouvoir investir la femme, une femme. Et pour la fille, c'est pas la même chose. Elle peut garder son attachement à sa mère parce que de toute façon, sur le plan amoureux, elle va se tourner vers les hommes, enfin en principe, hein, et donc ça pose évidemment moins de problèmes. Oui, vous aurez des choses à nous en dire, à partager avec nous. Voilà. L'importance aussi de réanimer le désir en restant vivant, et l'importance du plaisir partagé. Hein. Ça, c'est ce qu'a dit Delphine. Je trouve que c'était très fort. Voilà, et que c'est quelque chose qui peut être vécu par tout un chacun. Et puis donc, voilà, Sébastien, mais c'est plus récent, donc vous avez tous bien en mémoire ce que nous a dit Sébastien, mais avec toute cette représentation qui nous permet de mieux nous rendre compte du vécu du jeune migrant ou de l'enfant, de l'adolescent migrant de la deuxième génération, hein, avec la perte de contenant culturel, la mise en état de crise subjective qui est liée à la migration, la perte du miroir social, la nostalgie. Voilà, le renversement générationnel, ce qu'on appelle aussi parfois les enfants parentifiés, mais vous voyez bien que là, c'est quelque chose d'un petit peu différent quand même. Voilà, et la façon dont l'enfant l'adolescent est mis en porte-à-faux par rapport à sa famille, puisqu'il doit ou bien accepter de s'intégrer à la société et renoncer à l'image, à l'identification à sa famille, ou bien renoncer à s'intégrer dans la société pour rester loyal à sa famille. Voilà.
Et donc l'importance de travailler avec les parents, hein, qui est quelque chose que M. Marty, effectivement, a beaucoup souligné dans la pratique et qui a aidé Sébastien à travailler. Et je dirais aussi de l'institution, hein, puisque Sébastien, tu mets aussi en avant le rôle très important de l'institution, justement, dans l'accueil des enfants migrants. Voilà. Merci Elisabeth. C'est grâce à vous tous. Oui, il y a un beau travail de synthèse, là, hein, de reprise des résumés de chaque intervention. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, on a navigué entre deux rives. La rive du pédagogique et la rive du thérapeutique. Et au fond, c'est un heureux mélange, puisque vous aussi, vous naviguez entre la pédagogie institutionnelle et la psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire que les références, on les retrouve là dans nos discussions. Alors, ça, c'est d'une richesse absolue, parce que ça nous permet d'avoir une vision anthropologique, donc avec du recul, de ce que c'est un adolescent, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un sujet, comment il se construit dans ses relations avec son environnement, c'est-à-dire prendre en compte non seulement le sujet, mais le sujet immergé dans son contexte. Et c'est un petit peu dans cette perspective que Sébastien fait écho à son travail et au mien, c'est-à-dire ouvrir le cadre pour ne pas choisir son patient, mais que ce soit au fond le patient qui nous choisisse. C'est-à-dire, ça paraît simple ou bête, mais c'est extrêmement important parce que c'est une stratégie thérapeutique qui détermine toute la suite. Si vous déterminez qui est votre patient, ben vous vous privez d'éléments qui vont être indispensables pour comprendre quoi que ce soit la problématique de la personne que vous recevez. Alors que si vous laissez venir et que vous attendez de voir qui se désigne comme le patient, et à qui demande quoi, et bien là ça change toute la perspective. Alors ça c'est une troisième conférence pour plus tard. Et c'est tout le travail avec les familles en effet, avec l'enfant et les familles, mais pour l'adolescent c'est pareil. Il ne faut pas se précipiter pour choisir son patient. Parce que là, on voit bien dans les exemples que nous a donné Sébastien que le patient, c'est aussi bien le parent. Donc si on va trop vite du côté de l'ado, on se prive de recevoir celui ou celle qui en a le plus besoin peut-être. Donc il faut une prudence particulière, une abstention particulière du côté du thérapeute pour laisser venir, pour laisser s'avancer la demande, qui n'est pas toujours celle qu'on croit. Et il suffit de demander à un parent qui vous appelle au téléphone et qui vous dit, voilà, je voudrais... mon fils va pas bien, ma fille va pas bien. Alors, comment on fait? C'est moi qui viens. Vous voulez le voir tout de suite? Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Qu'est-ce qui vous paraît le mieux? Si vous faites juste ça, vous avez mis sur pied un dispositif qui va laisser la place à l'autre. Alors que si vous avez une préconception du cadre, ce qui est la majorité des cas dans notre travail, on travaille avec des préconceptions de cadre et des préconceptions théoriques aussi. Je ne dis pas qu'on peut s'en passer, mais il faut faire gaffe quand même. La préconception du cadre veut que un enfant en thérapie, on prend un enfant, on le prend. Ah bon? Et puis, on va traiter avec lui le problème de la séparation. Non, mais ça va pas, la tête. Depuis quand est-ce qu'on peut penser que la séparation se traite en dehors des protagonistes qui sont à l'origine même de la difficulté de la séparation? C'est pas possible. On met la charrue avant les bœufs.
C'est-à-dire qu'on demande à un enfant de traiter un problème qui est celui qui se noue entre ses parents et lui. Et on voudrait le régler, nous. Ça, c'est de l'omnipotence, ça, c'est de la toute-puissance. Et c'est catastrophique, souvent, parce que les parents sont exclus de ce processus. Ils demandent, tenter plus, à rencontrer le thérapeute de l'enfant, d'autant plus qu'ils sont exclus. Donc c'est une impasse. Alors qu'il suffit au départ, je ne dis pas qu'après, il ne faut pas conduire les choses autrement, mais au départ, d'ouvrir le cadre et de ne pas se précipiter pour choisir le patient. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, on a procédé avec méthode, mine de rien. C'est-à-dire qu'on a exposé des problématiques. On a développé un peu de théorie. On a encensé le maître. Ouais, ça fait toujours plaisir. Mais ben, c'est pas obligé maintenant, Sébastien, on peut y aller, quoi. Hein, vous pouvez me tuer, hein? Anthony, il l'a fait depuis longtemps. Ouais, oui. Et donc, il y a eu des illustrations cliniques pour essayer de mettre en relief un petit peu... Je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous tuer. Le micro marchait pas, désolé. Ah bon? Je vais attendre encore un peu, il faut que je grandisse. Il y a eu des illustrations cliniques pour donner un peu de chair à cette théorie. Et puis, il y a eu quelques pistes d'accompagnement, quelques pistes de propositions. Bon. C'est là où ça devient compliqué, d'ailleurs. Hein. Alors, on pourrait dire que le scolaire est pris dans la psychopathologie de l'adolescent. C'est rare, enfin ça arrive, hein, ça, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est rare, qu'un adolescent qui ne va pas bien, c'est rare qu'il aille très bien sur le plan scolaire. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver, c'est pas exclu, mais ce n'est pas la majorité des cas. Donc le scolaire fait partie de la symptomatologie liée à la psychopathologie de l'adolescent. Et les dysfonctionnements liés aux apprentissages traduisent des dysfonctionnements sur le fonctionnement psychique de cet adolescent en relation avec sa famille, évidemment. Mais il y a une différence importante entre le scolaire, le champ du scolaire et le champ du thérapeutique. Et cette différence extrêmement importante, c'est la question du transfert. Parce que, non pas qu'il n'y ait pas de transfert dans le scolaire, il y a des transferts massifs. Des enfants, enfin, nous qui avons été des enfants avec des enseignants, on a tous eu des enseignants qui nous ont bluffés, qui nous ont émerveillés, qui nous ont donné la passion de quelque chose. Donc c'est du transfert, ça. Mais il n'y a pas de lieu pour l'analyser, pour le traiter. Dans le scolaire, ce n'est pas l'objet, c'est impertinent d'analyser le transfert. Si on s'y lance, c'est hyper risqué, quoi. On va faire des bêtises, parce qu'il n'y a pas le dispositif. Alors que dans la clinique, dans la thérapie, on appelle de ses voeux le transfert, même si des fois on a envie de partir en courant parce que le transfert est là. Mais au fond, on travaille avec le transfert. Et le cadre thérapeutique nous permet de traiter le transfert. Donc, c'est très différent. Et il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Il faut que chacun reste à sa place. Il faut qu'à l'école, on travaille l'école. Et dans la thérapie, on travaille les fantasmes, les problématiques personnelles et familiales. Il ne faut pas mélanger les affaires, parce que sinon, on se casse la figure. Alors, il me semble que dans ce fantasme très porteur je ne veux pas me gourer, de coopérer pour l'autre, point, lycée. Donc, ce lycée que vous appelez de vos voeux, pour qu'il soit différent de ce qui existe actuellement, pour que au fond, il soit plus en lien avec les besoins des enfants et des adolescents, pour que les adultes s'y sentent bien aussi. Enfin, c'est un projet magnifique. Enfin, c'est pour ça qu'on est là, hein. C'est pour vous soutenir complètement dans cette démarche. Mais il me semble que dans votre idée, moi, ce que j'entends, même si je n'y connais pas grand-chose dans le détail, mais ce que j'entends, c'est que
Vous voulez créer des lieux, vous voulez créer des espaces, vous voulez créer des liens, vous voulez créer des possibilités de rencontres, et vous ne voulez pas créer d'abord des transmissions de contenu, mais plutôt être du côté des contenants. C'est-à-dire pas être pris par l'angoisse du vide qui mène parfois les enseignants à remplir parce qu'il y a le programme, parce qu'il faut terminer le programme pour l'année, quoi. Bon, on peut comprendre. Mais là, non, on a l'impression que ça, vous avez réussi à le mettre un peu à distance. Et cette angoisse du vide, non, c'est pas à distance. Bon, ben, ça va venir. C'est en train de venir. Mais il me semble en tout cas que c'est plus du côté des contenants, et des contenants psychiques, que des contenus que vous essayez de travailler, et pas simplement de remplir des vides. Et donc le dernier point qui n'a pas été, qui était très présent, mais qui n'a pas été théorisé complètement, c'est au fond que l'enfant n'est pas un enfant seulement. L'adolescent n'est pas un adolescent seulement. Bon, certes, les enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie, comme disait Khalil Gibran. Bon. Mais aussi, l'enfant vient avec sa famille. Il est avec sa famille, il a sa famille en lui. Et donc quand on s'adresse à un enfant, on s'adresse à un univers dont on ne perçoit pas les tenants et les aboutissants. Et l'adolescent, c'est pareil. Et donc la prise en compte de la dimension familiale et générationnelle, qui est très présente dans le travail que fait Sébastien, mais que font tout le monde, tous les collègues, c'est quelque chose de très important. Alors non pas pour faire toujours du groupe, une thérapie groupale, familiale, même si c'est extrêmement utile, n'est-ce pas, je l'aime bien, mais parce que on ne peut pas comprendre un enfant si on le coupe de ses origines. Et justement, toute la problématique d'un enfant qui va mal, c'est un enfant qui a une vision brouillée de ses origines. C'est quelqu'un qui est perdu dans son rapport à ses origines. Tous les symptômes ramènent à ça. La question des origines, elle est centrale. Et un enfant a besoin de comprendre où il est dans son histoire familiale, quelle place il occupe, quelle fonction il occupe. Et les parents aussi ont besoin de comprendre à quelle place ils ont mis cet enfant qui est né. Et c'est rare que la place de cet enfant soit insignifiante. Moi, je n'ai jamais vu de place d'enfant insignifiante dans une famille. Il y a toujours beaucoup de sens, même si c'est un accident. Il y a toujours beaucoup de sens. Et donc l'enfant, il a besoin, se subjectiver, c'est ça, c'est récupérer une pensée sur la place qu'on occupe dans sa famille à son insu, et à l'insu de ceux qui l'ont mis là. C'est un des aspects de la subjectivation. Je ne prétends pas résumer la subjectivation à ça. Mais se penser comme sujet dans l'espace familial où on est né et où on a grandi. À partir du moment où un enfant peut accéder à ce registre-là, il est grandement sorti d'affaire. Mais c'est quand même une sacrée histoire. Bon, je sentais un peu d'impatience du côté de nous-mêmes. C'est... Voilà. Allez, bon retour. Je vais m'octroyer 1 minute pour répondre, simplement pour dire que dans le projet lycée, évidemment qu'on travaille sur les contenus. Ne serait-ce que pour dire que si je veux qu'on me donne des moyens, il va falloir que je dise que l'on a très envie que ces jeunes passent le bac et qu'en plus on va les faire réussir. Voilà, donc on a quelques préceptes chez nous empruntés à Ouri, Jean Ouri, de savoir parler au papou. Et quand je demande des moyens au rectorat, il faut que je leur dise que si on va tous les faire réussir, là où tout le monde a échoué. Donc effectivement, il y a quelque chose de l'ordre, je ne sais pas si
En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'utopie qui nous mène, mais justement pas seul. C'est parce qu'on construit des choses avec des autres qui savent quand même un petit bout aussi, plus que nous, et qui nous font travailler, penser, réfléchir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était vraiment le cas. J'ai noté quelques pistes. Alors juste sur la question du soin et la question je ne cesse de marteler que ce n'est pas un soin-étude. C'est un lieu où on apprend, et le soin, c'est à l'extérieur. Voilà. Et je suis obligée de le rappeler au quotidien, parce qu'effectivement, mon parcours, c'est d'avoir été à la fois dans l'éducation nationale et dans la clinique, dans les services de soins, et on me prête cette pensée, fantasme, en tout cas, sur le fait que je veux faire un soin-étude. Je ne cesse de marteler ça. Et je rebondis sur le fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup entendu cet effet de transfert et de contre-transfert, cet effet narcissique là, qui voudrait coller à la pensée qu'on a envie de l'autre, et comment tout ce que vous avez apporté, c'est vraiment nous aider à penser ce petit point de je me vois être vu par l'autre et l'autre se voit aussi être vu par moi, etc. Voilà. Et quelque chose comme ça qu'il s'agit de mettre de l'espace entre les imaginaires pour pouvoir aider aussi tout à chacun à grandir. Je crois que c'est ça. Non, je vais m'arrêter là simplement pour vous dire merci à tous. Vous dire également que les conférences se sont mises sur le site de l'autre lycée. Et puis il a un petit nom maintenant qu'il est sorti. Il n'est pas encore sorti de terre parce qu'on a encore quelques batailles à mener. Et des batailles entre autres très cliniques, des choses très fortes. Ce qui est très bien, c'est qu'aujourd'hui, on nous a apporté des arguments pour pouvoir être encore plus fort par rapport à certains points sur lesquels il n'y a pas de négociation possible. Je pense entre autres à la contenance, je pense à la continuité, je pense au rythme, je pense aux objets culturels. Tout ça, c'est dans le projet. Tout ça est écrit. Le contenu, les disciplines comme objet de médiation, et le plaisir de transmettre quelque chose. C'est autant redonner du goût aux enseignants de transmettre quelque chose qui leur a plu. Voilà, on n'a pas choisi, je reprends quelques discussions, on n'a pas choisi telle ou telle matière par hasard. On aime cette matière-là, mais c'est pas pour rien. Donc voilà, il y a tout ce travail-là. Quant à la question du transfert, du travail du transfert à l'intérieur de l'école, on travaille, mais c'est pas le même cadre. Voilà, donc il y a du travail de transfert et de contre-transfert. C'est pour ça qu'on travaille avec la pédagogie institutionnelle dans lequel il y a la considération de l'inconscient. Mais effectivement, ce n'est pas un lieu de soins. Pour autant, on va prendre soin. Voilà, c'est en tout cas notre idée. Donc, il y aura le documentaire par le monsieur qui est là, qui nous a accompagnés toute la journée, Franck Wolf et l'autre Franck également, qui font partie de 100 Canal Fixe et qui nous ont suivis pendant 3 ans. 120 heures de film, et donc il y aura un documentaire et une soirée sur l'association, sur un film qui a été tourné. Je vous remercie tous chaleureusement d'être venus, d'avoir participé à cette journée, d'avoir contribué à cette journée. Voilà. On peut continuer. J'ai juste oublié de vous donner le petit nom, parce que le petit nom, ça n'a pas été simple, parce que voilà, ça s'appellera l'autre lycée de Tours. Voilà, et l'acronyme, c'est l'ALTO.